téléspectateurs, bienvenue dans l'émission ONU Actualité produite par les Nations Unies au Burundi. L'émission ONU Actualité de ce jour porte sur les grandes réalisations du système des Nations Unies pour soutenir le développement du Burundi à travers le plan cadre de coopération pour le développement durable signé entre le Burundi et le système des Nations Unies en date du 3 décembre 2022. Quelles sont alors ces réalisations depuis la signature de ce plan cadre de coopération entre le Burundi et les Nations Unies dans différents domaines d'intervention? Quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre de son plan de coopération? Quelles sont les perspectives des Nations Unies pour aider le Burundi à être plus performant? Ce sont là quelques questions qui seront débattues dans cette émission ONU Actualité d'aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec 5 représentants des Nations Unies dans différents domaines d'intervention de ce système. Siby Lawson-Mariotte, représentante du PAM au Burundi, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Mathieu Chowela, représentant résident du PNUD au Burundi, bienvenue dans l'émission. Bienvenue et je salue en passant vos auditeurs et vos auditrices. Bienvenue. Docteur Jérôme Daruhutse, chargé de programme maladies non transmissibles et promotion de la santé à l'OMS, bienvenue vous aussi dans l'émission. Merci beaucoup. Mme Siby Diouf, représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi, vous aussi bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Brandam Hugo, chargé de la réduction des risques des catastrophes à l'OIM, bienvenue aussi dans l'émission. Merci. Sans tarder, nous entrons dans le vif du sujet en essayant de disséquer domaine par domaine l'audit plan cadre de coopération pour le développement durable signé entre le Burundi et les Nations Unies. En effet, le premier résultat stratégique de ce plan cadre de coopération stipule, je cite, « D'ici à 2027, les populations du Burundi bénéficient des systèmes alimentaires inclusifs et durables. » Nous abordons cet aspect avec Mme Siby Lawson-Mariotte, représentante du PAM au Burundi. La première question, comment les Nations Unies contribuent-elles à l'amélioration des systèmes alimentaires au Burundi? En collaboration avec les 9 agences du système des Nations Unies et nos partenaires, notamment des ministères d'Agriculture, Solidarité, Éducation, on met notre expertise au service de la mise en œuvre de programmes et activités visant à transformer le système alimentaire ici à Burundi pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance aux communautés rurales du Burundi, notamment les ménages. Ça, c'est d'abord. Et il faut noter, ça peut être la distribution de semences résilientes. On fait la production et diffusion de bulletins d'alerte météorologue, car le changement de climat, c'est un grand défi pour la sécurité alimentaire. Et il faut consommer avec beaucoup de stratégies. On a besoin d'expertise de beaucoup de partenaires, des communautés notamment, qui connaissent leur terrain et leurs défis. Je vois que vous avez quand même beaucoup à faire, oui. Mais les grandes interventions du moins, c'est les résultats que vous voulez avoir au bout du compte, c'est quoi? Merci pour la question. Ouais. Maintenant, on se met beaucoup à la résilience à le changement climatique, car c'est une des plus grandes menaces à l'alimentation à la maison. On a beaucoup de stratégies. Comme j'ai dit, c'est une combinaison qui va donner des résultats positifs qu'on aime voir. J'ai mentionné la distribution des semences résilientes. On travaille avec d'engrais chimiques, mais aussi le fumier organique, parce qu'il faut plusieurs de stratégies. On travaille avec les agences pour la production de ces bulletins d'alerte qui nous donnent aux gens l'opportunité de faire les changements qu'il faut faire, les adaptations
qui sont efficaces à protéger leurs récoltes. Parlant des récoltes, on travaille beaucoup avec les partenaires sur l'amélioration des conditions de stockage pour diminuer les pertes post-récolte. C'est très triste, mais on perd au moins 30% de les récoltes de grains ici au Burundi. 30%, c'est beaucoup. Alors, si on se met à améliorer les conditions de stockage, qui n'est pas cher du tout, on n'a pas besoin d'une technologie très avancée pour faire ça, on pourrait déjà avoir beaucoup plus à manger, je peux dire. Justement, 30% des graines qui sont perdues comme ça, à l'origine, c'est quoi? Quelle est la cause, en fait? C'est des conditions de stockage qui ne sont pas bien et les conditions après récolte. Les stockages même au marché. On peut voir ça, je suis sûre que tout le monde a vu dans les marchés des tomates qui deviennent pourries, des avocats. Si on ne les vend pas, c'est perdu. Et tous les efforts des petits producteurs, ça ne sert à rien parce que c'est perdu. C'est une perte pour tout le monde. Et je dois dire que 30%, ça c'est pour les graines. Mais sur les produits nutritieux, des produits d'animaux, les fruits et des légumes frais, ça peut arriver jusqu'à 50%. Alors ça, c'est une stratégie que je sais que le gouvernement, le ministre de l'Agriculture se met beaucoup. Et c'est une stratégie que je trouve va nous donner des résultats. Donc, ce sont les produits qui peuvent vraiment assurer une bonne conservation qui manquent. Oui, si on pourrait investir du moyen de conservation, ça nous donne des résultats immédiats. On n'a pas besoin de nouvelles technologies, des fois des choses comme des semences qui sont améliorées. On a besoin d'un peu d'aide internationale pour ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, à Burundi, entre nous, ici, avec les petits producteurs qui vont augmenter la production. Les produits de première consommation, ce sont les plus concernés, notamment le maïs, les haricots. Pour nous, comme le PAM et le ministre de l'Agriculture, on se met plutôt sur les graines parce que ça a un impact commercial aussi à la ménage. Mais si on parle de nutrition, il faut qu'on se met aux fruits et végétales et des produits d'animaux, du lait, des œufs. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais pas du tout impossible à résoudre. Je dois aussi dire qu'une autre des stratégies que je sais, c'est la stratégie du gouvernement et aussi de tous les partenaires, c'est de mettre l'attention sur les femmes. Parce que c'est vrai que les femmes, ils sont au centre plusieurs nexus importants dans le système alimentaire. On a les femmes sur les fermes, ils décident quand faire when to plant, when to harvest. C'est eux qui ont besoin d'informations climatiques. Et je sais que le PNUD et des autres font beaucoup d'investissements sur ça. Il faut que les femmes sont dans les cuisines. C'est eux qui font les décisions sur quoi manger. Alors, il faut qu'on investisse sur leur automisation, leur voix et leur automisation économique surtout. Donc, vous faites tout pour que les femmes soient les premières intéressées par vos projets-là. Qu'ils ne sont pas manqués. On aime aussi les hommes. Ils ont aussi un rôle à faire. Mais il ne faut pas qu'on oublie les femmes. Ils ont un peu plus loin à venir pour faire leur contribution. Mais il y en a beaucoup de moyens qu'on fait ça. Surtout, on cible les membres des coopératives agricoles. On pense beaucoup à travailler avec les écoles, je peux dire, pour investir dans le capital humain. C'est ça, pour ça que j'ai mentionné le ministre de l'Éducation et on travaille avec UNICEF et beaucoup d'autres partenaires dans ce cas. On veut que les programmes de cantine scolaire prennent la nourriture qui est produite localement. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça stimule l'investissement économique aussi. On veut que tous les partenaires, qu'on voit les communautés dans une entière, toute la communauté, tout le système alimentaire d'une fois. C'est pas la peine d'investir d'un côté seul, les semences seulement ou le post-récolte seulement. Il faut qu'on voit le système alimentaire dans son entièreté. On a beaucoup de partenaires. C'est pas que les Nations Unies qui travaillent sur ça. On a le ministère local, la représentation locale de ministère de l'Agriculture, Éducation, mais au niveau de la communauté, on investit beaucoup avec eux. On a beaucoup aussi les églises qui font des contributions sur la fortification. Alors je peux dire, le travail sur le système alimentaire et la nutrition, c'est multisectoriel. Vous êtes satisfait jusqu'à aujourd'hui des réalisations effectivement dans ce domaine-là? Bon, on n'est jamais satisfait. Comme le pain, on veut un monde avec zéro faim. On a toujours beaucoup de travail à faire. Mais c'est très compliqué la situation ici à Burundi. On a beaucoup de défis à se mettre
en même temps. En anglais, on dit polycrisis. On a beaucoup de choses à régler en même temps. C'est ça qui est difficile. On ne peut pas se mettre seulement sur un problème, le problème de genre, le problème de climat. Non, il faut qu'on fasse ça tout ensemble. Et c'est pour ça que pour cet effet numéro 1 et pour le PAM en particulier, c'est une question de coordination. Mais tant que vous avez encore le micro, quels sont justement les défis? Les défis, je peux dire, par exemple, des fois, il y a des choses qui sont un constraint, une limite qu'on ne pense pas. Par exemple, l'énergie. Pour faire avancer les moulures, les mills, les technologies qui vont nous aider avec l'agriculture, on a besoin d'énergie, on a besoin de carburant, on a besoin aussi que les femmes ont le même accès au financement que les hommes, parce qu'elles ont beaucoup d'idées, mais elles n'ont pas le même accès aux terres, aux technologies, au financement, aux formations. Donc, ok, on entame maintenant le deuxième résultat stratégique de ce plan de coopération qui est libéré comme suit. D'ici 2027, les populations du Burundi, notamment les plus vulnérables, bénéficient d'un système de gouvernance renforcé, d'une économie plus diversifiée et inclusive, y compris à travers une intégration régionale. Mais ma question s'adresse à M. Mathieu Tchoela, représentant du PNUD. Quelles sont les grandes réalisations dans votre domaine qui conduisent à l'atteinte de ce résultat? Et peut-être avant de passer aux principales réalisations, je voudrais juste rappeler un certain nombre de choses. D'abord, nous soutenons tous le développement durable, qui est traduit par 3 dimensions. La dimension économique, sociale, la dimension environnementale. Mais il y a une dimension qui est presque les sous-bassements, la fondation. C'est la gouvernance. Parce que dans toutes les dimensions, il faut une gouvernance. Même il y a une gouvernance de la santé, il y a une gouvernance de l'éducation, il y a une gouvernance dans toutes les dimensions. Ce qui fait que les Nations Unies, de concert avec le gouvernement, travaillent avec les autres partenaires de manière synchronisée pour appuyer le développement et la mise en œuvre du Burundi, des plans, de politiques, des programmes qui visent notamment un développement participatif, inclusif et durable. Ce développement qui ne devait pas laisser de côté des gens. Et ça, c'est noble. Et c'est ça le fondement même des objectifs de développement durable auxquels le Burundi a souscrit et a œuvré pour arriver à cette étape. Et je pense qu'il y a des éléments très importants qu'on peut souligner et aussi saluer les efforts du gouvernement. Parce que dans le cadre de ces engagements internationaux, dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, le gouvernement s'est doté des outils, entre autres le plan national de développement. Et aujourd'hui, c'est la vision. Burundi, pays émergent en 2024 et pays développé en 2060. Et quand on regarde de près, ces 2 outils, le plan et même la vision, traduisent ces engagements internationaux des ODD. Mais les textes légaux peuvent être là, mais concrètement, sur le terrain, la situation peut être autre. Oui, la situation est autre, mais le problème qui est là d'abord, les textes légaux sont là. On a noté également que le Burundi a souscrit à ses engagements au niveau légal, a ratifié presque tous les outils possibles dans les domaines, ce qui est une bonne chose. Bien sûr, dans la mise en œuvre, il peut y avoir des décalages, étant donné qu'il y a des défis qu'on doit relever. Mais peut-être ça viendra en deuxième point. D'abord que j'arrive au niveau de résultats. Et je dirais aussi la corrélation qui est étroite pour dire comment le Burundi s'inscrit également dans les résolutions de la communauté internationale. C'est quand on regarde de près les pactes du futur qui a été adopté récemment, en septembre dernier, 22 au 23 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ces pactes définissent ou bien représentent l'engagement de tous les pays du monde à faire quoi? À travailler dans 5 directions. La première qui est importante, toutes sont importantes, le développement durable et le financement du développement. Aujourd'hui, c'est un défi qu'il faut relever. D'abord, les financements pour arriver à développer. La deuxième dimension, c'est la paix et la sécurité internationale. Sans paix, il n'y a pas de développement. La troisième dimension sont les sciences. Et ça, c'est important. La technologie, l'innovation et la coopération numérique. Et le quatrième élément, c'est la jeunesse et les générations futures.
Enfin, le 5e, c'est la transformation de la gouvernance mondiale. Encore une fois, les problèmes de la gouvernance, qui sont au cœur de notre deuxième pilier. Tout tourne autour de la gouvernance, oui. Deuxième pilier de notre cadre de coopération avec le Burundi. Et dans ce cadre, je peux vous citer, M. Kirombo, que les Nations Unies supportent le gouvernement dans plusieurs directions. D'abord, on travaille avec des ministères sectoriels. Je peux en citer celui des Finances, l'administration publique, la fonction publique, les commerces, transports, presque tous les ministères, parce que la gouvernance, c'est l'administration au quotidien de ce que les gens font. Et puis nous travaillons également avec les institutions nationales, telles que l'Inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la Commission nationale des droits de l'homme, l'Assemblée nationale et les Sénats. C'est des institutions qui sont accompagnées par les Nations Unies, chacun dans ce domaine. Donc le travail qui est fait vise vraiment d'abord appuyer la mise en place des cadres, que ce soit des cadres juridiques, réglementaires, stratégiques. Au niveau juridique, en ce qui concerne par exemple le ministère de la Justice et les cours et les tribunaux, les différentes agences travaillent en prenant en compte un certain nombre de besoins qui s'opposent, qui se présentent actuellement. Par exemple, la lutte contre la violence basée sur le genre, qui a une dimension plurielle, non seulement sanitaire, mais également juridique et économique. Et dans ces activités-là, les agences interviennent. Et les agences, chaque année, accompagnent le gouvernement à renouveler ses engagements en rapport avec la Journée internationale des droits de l'homme. Et dernièrement, le gouvernement souscrit à 6 engagements majeurs. Mais dans tous ces domaines, justement, dont vous appuyez, vous apportez votre contribution, est-ce que le problème de gouvernance, vous avez toujours parlé de la gouvernance. La gouvernance, c'est... Comment en un peu de mots. Non, la gouvernance, en un peu de mots, elle est plurielle. C'est la gouvernance des systèmes. Elle est économique, comment on gère l'économie. Et là, les agences contribuent à appuyer, par exemple, les systèmes de gestion publique, le pilotage de l'économie. Prenons par exemple aujourd'hui, quand l'Assemblée vote le budget de l'État, il y a toute une analyse qui est faite pour savoir quel est le degré de la prise en compte des questions spécifiques, les questions liées au genre, les budgets orientés vers le genre, les budgets orientés vers la petite enfance. Comment l'éducation, l'enfance est prise en compte. On a parlé des générations du futur. Génération future, c'est les enfants. Et nous devons investir. Donc il y a toutes ces analyses-là. Prenons par exemple un aspect spécifique, c'est le budget de l'État. Et ça, c'est des outils qui ont été élaborés au niveau d'abord des structures ministérielles qui démarrent l'élaboration du budget et aussi à travers les législateurs. Donc ça, c'est un aspect. On a parlé du financement du développement. C'est vrai que le financement du développement, c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup plus de moyens. Et dans ce cadre, les agences des Nations Unies ont accompagné le gouvernement à démarrer la mise en place du cadre national intégré de financement. Et ce cadre national intégré de financement repose sur les conclusions d'un sommet mondial qui a été tenu en 2015 à Addis Abeba sur la question du financement. Et de ce cadre intégré, il est dit, le développement doit être financé par plusieurs types de ressources. Les ressources nationales ou domestiques, les ressources extérieures. Et dans les ressources nationales, nous avons le secteur privé, les ressources de l'État, même les ressources au niveau communal, les administrations locales. Elles ont des ressources. Et c'est dans ce sens, par exemple, avec le ministère de l'Intérieur, il y a toute une application qui va aider à renforcer la collecte des recettes au niveau communal. C'est une application de la fiscalité communale digitale et qui intègre aussi les préoccupations actuelles de la digitalisation. Mais concrètement, les Nations Unies sont ici depuis 70 ans. Imaginez-vous, c'est beaucoup, mais quand même, on voit que l'économie du pays est toujours au niveau bas, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce que vous faites pour justement un peu soulever l'économie nationale au niveau des Nations Unies? Oui, je pense que d'abord, il y a un élément très important. L'économie, actuellement, il repose beaucoup plus sur l'agriculture qui emploie plus de 80% de la population. Et ma collègue Sylvie a dit ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine-là pour accroître la production. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi d'autres éléments très importants. Parce que l'économie, il y a la production, il y a la consommation
Et il y a aussi des éléments qui peuvent venir de l'extérieur. Il a dit quelque chose qui est intéressant que je voudrais reprendre ici. Il y a une perte de valeur importante du fait que les processus s'arrêtent quelque part. Et aujourd'hui, dans nos activités, dans nos travaux, dans nos conseils avec le gouvernement, c'est comment faire pour promouvoir quoi? Les chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur, on peut les promouvoir avec des technologies qui ne sont pas tellement élevées. Parce qu'est-ce qui se passe? Mais jusque-là, il n'y a pas de chaîne de valeur, justement. Qu'est-ce qui manque? Oui, non. C'est vrai qu'il n'y a pas de chaîne de valeur. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Il y a quand même une transformation qui est là, qu'il faut porter à l'échelle. Pourquoi j'ai dit porter à l'échelle? Parce que nous avons découvert les 3 dernières années, à travers l'initiative d'Innovation Week, que les jeunes Burundais ont une capacité forte d'invention, de création, et que certains ont développé des processus de transformation partant du vécu au quotidien pour alléger le travail et aussi pour produire davantage. Donc il y a des éléments. C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont liées à ça. Il y a des contraintes de quoi? Attraction des investisseurs qui peuvent venir investir massivement avec des capitaux pour mettre en place des usines. Mais il y a aussi, à côté de cela, tout l'environnement d'affaires qu'il faut promouvoir. Et des efforts sont en train d'être faits avec l'appui, par exemple, de la Banque mondiale, de la BAD et d'autres partenaires. Maintenant, tout le travail que nous faisons, par exemple, au niveau de la justice, va contribuer également à renforcer, améliorer l'environnement des affaires pour que, au niveau du secteur de la justice, que cela facilite. Et d'ailleurs, pour votre information, je pense que le ministère de la fonction publique va tenir si peu les états généraux de l'administration publique. C'est aussi se poser la question de savoir quel est le décret de l'administration publique à porter toute l'ambition du Burundi, qui a une ambition de transformation. Vous attendez alors aussi pour donner votre contribution au niveau de ces états généraux? Oui. Déjà, nous appuyons l'organisation et il y a des experts qui ont été mobilisés à cet effet. Et je pense que ces états généraux pourront aboutir sur des orientations qui feront de l'administration publique les leviers de la matérialisation de l'émergence du pays. Merci beaucoup Mathieu. Nous continuons avec le troisième résultat. Merci. On va parler de la protection sociale avec Jérôme Ndaruhutse, chargé du programme à l'OMS. On analyse bien ce troisième résultat du plan stratégique de coopération qui est stipulé comme suit. D'ici 2027, les populations du Burundi, pour chaque tranche d'âge, notamment les plus vulnérables, utilisent un système de protection sociale adapté. Quelles sont les initiatives déjà prises justement pour faire face à ce domaine-là? Le système des Nations Unies, les agences qui sont concernées, ils essaient de renforcer les capacités des institutions qui sont chargées maintenant d'assurer la protection ou d'assurer le lead de la protection sociale. Donc, en cela, c'est-à-dire qu'on va d'abord aider à mettre en place des outils, des stratégies, des normes pour que la protection sociale puisse effectivement être quelque chose de réel. Peut-être ceux qui nous suivent, peut-être ne comprennent pas exactement très bien la protection sociale, c'est quoi? C'est quoi avant de continuer? Oui. Bien, la protection sociale, c'est ce qui doit être fait pour que les individus dans la communauté puissent se sentir effectivement protégés. Il y a donc des aspects qu'on doit faire, donc protéger socialement, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les plus vulnérables, même, qu'est-ce que je vais dire, tout le monde a besoin d'être protégé. Alors, c'est dans ce sens qu'il faut faire en sorte que, au niveau social... Protéger au niveau de l'alimentation, au niveau de la sécurité... oui, tout, on doit être protégé, mais peut-être les aspects de l'alimentation, ça vient dans un autre cadre, mais en quelque sorte, il faut qu'on se sente en sécurité. C'est ça qu'il faut faire en sorte qu'on élabore des stratégies, on élabore des politiques pour que les gens puissent avoir donc se sentir protégés dans la société. Cette protection est plus ou moins évaluée comment dans ce pays où il y a la pauvreté, où il y a des maladies, il y a des catastrophes, tout ça. Est-ce que cette protection est
Jusqu'à quel niveau? Je ne sais pas. Oui, là, ce que tu viens de citer, ça se trouve partout. Hein? Ouais. Où est-ce qu'il n'y a pas de maladie? Où est-ce qu'il n'y a pas... Bon, peut-être que la pauvreté, on peut l'estimer ou alors l'évaluer selon les pays, mais ça se trouve partout. Mais ce que justement on essaie de faire, c'est de travailler avec les institutions qui ont cette appellation de protéger, et alors on les dote des moyens, on les dote des orientations, des structures, des stratégies pour qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Est-ce que vous êtes satisfait effectivement des prestations de ces institutions? On ne pourrait pas dire qu'on est satisfait. Si on était satisfait, on arrêterait. Non, on continue, ça va, c'est en bonne voie, mais on doit continuer. Mais les institutions qui le font, on essaye de donner tout ce qu'on peut donner. On travaille, on collabore. Visiblement, les problèmes de sécurité, plutôt de protection sociale existent, mais quels sont les défis justement que vous rencontrez dans vos activités quotidiennes sur le terrain? Les difficultés, il y en a, vous savez, tu avais évoqué notamment la faim, tu avais évoqué la pauvreté. Mais cela étant, on essaye de se battre contre même ces intempéries qui existent. On essaye de se battre, mais sans peut-être nécessairement achever ça aujourd'hui. On doit continuer. C'est une... Et la collaboration est au bon fixe avec ces institutions justement que vous appuyez? Oui, la collaboration, elle est bonne. Elle est bonne. Il n'y a vraiment pas de plainte à son niveau. Et les moyens, il y en a aussi? Bien... Mon cher ami, vous savez ce qui se passe ces derniers temps. Les moyens, on essaie de les chercher, mais sans vraiment, sans dire une garantie qu'on va trouver 100%, mais on essaie de taper sur toutes les portes et généralement, on peut avoir quelque chose pour avancer. Ok, merci Dr Jérôme. Et à présent, nous abordons le domaine des services sociaux de base avec Mme Selbe Diouf, représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi. Nous analysons justement ce 4e résultat du plan de cadre de coopération entre le Burundi et les Nations Unies, qui est stipulé comme suit. D'ici 2027, les populations du Burundi, notamment les plus vulnérables, ont accès équitable et de qualité aux services sociaux de base adaptés au cycle de la vie. En dépit de la volonté justement des Nations Unies et d'autres partenaires qui pourraient aider dans l'amélioration de ces services, un déficit s'observe bien sûr pour que le pays puisse atteindre les normes voulues. C'est vrai. Mais quels sont alors les résultats concrets aujourd'hui sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup et je suis d'accord avec vous, les défis sont énormes pour ce qui concerne le renforcement des systèmes sociaux. Nous travaillons, nous accompagnons le gouvernement pour vraiment renforcer les capacités au niveau des services sociaux, que ce soit la nutrition, l'éducation, que ce soit aussi l'eau, l'assainissement. L'éducation, quand je dis l'éducation de qualité, qui est quand même une aspiration pour un capital humain développé dans ce pays. Et nous avons quand même des interventions en collaboration avec le gouvernement du Burundi et les ministères de l'éducation, de la santé, l'eau et l'assainissement, etc., pour pouvoir offrir aux Burundais et aux Burundaises de meilleurs services de base pour ce qui concerne la santé et tous ces secteurs que je viens de noter. Et pour ce qui concerne des résultats concrets que, quand même, en tant que système des Nations Unies, nous sommes 12 agences des Nations Unies à travailler sur cet effet 4 résultats 4 du plan cadre de coopération. Et spécifiquement, nous aidons le gouvernement à renforcer les capacités des structures sanitaires. Ça, c'est un aspect très important. À renforcer un peu la capacité aussi pour ce qui concerne les prestataires de santé. Améliorer les qualités de soins de santé maternelle. Nous appuyons concrètement le gouvernement pour la lutte contre le paludisme, par exemple, la tuberculose, les épidémies, aussi pour la mise à disposition des vaccins. Et pour donner des exemples concrets, on peut peut-être citer 3 millions en 2023. Quand même, nous avons
aider le gouvernement à protéger 3 417 000 enfants de 0 à 7 ans contre la poliomyélite. Ça, c'est des exemples compris. Pour les capacités des formations sanitaires pour les soins obstétricaux et néonataux de base et d'urgence, nous avons 77% de femmes enceintes qui ont bénéficié d'un accouchement assisté par un personnel qualifié. Oui, mais est-ce que vous avez vraiment atteint le niveau voulu des résultats ou bien les normes? On parlait des normes voulues. Est-ce que vous êtes à quel pourcentage après des années que les Nations Unies sont ici? Il faut d'abord rappeler que les agences des Nations Unies sont ici pour appuyer le programme de développement du gouvernement du Burundi. Vous êtes bien avec les partenaires sur le terrain? Absolument. Il y a des défis. Il y a des défis que nous rencontrons, des défis structurels. Le plus grand défi que nous rencontrons, c'est le défi climatique, par exemple, avec les inondations qui produisent des déplacés énormes. Et on se retrouve avec des écoles qui sont détruits par les catastrophes climatiques. Ça, c'est un défi quand même assez important et qui retourne un peu les acquis. On perd un peu les acquis des dernières années. Ça, c'est un exemple de défi que je peux dire. Il y a aussi un grand défi qui est la démographie. Pour ce qui est un défi pour toute l'Afrique, pas seulement le Burundi, où nous nous retrouvons avec une population quand même, une démographie galopante, qui nécessite beaucoup plus de ressources pour ce qui concerne la réponse aux services sociaux de base. En termes de collaboration avec le gouvernement du Burundi qui nous a invités dans leur pays, et nous sommes là pour les appuyer dans leurs objectifs de développement. Et pour ce qui concerne les services sociaux, ils ont mis des cadres de développement où nous travaillons ensemble pour les aider à atteindre ces objectifs, que ce soit les différents secteurs. Et pour ce qui concerne les autres partenaires, oui, la collaboration est très bonne puisque nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement du Burundi comme système des Nations Unies dans un cadre de développement, de collaboration d'ici 2027. Donc nous avons quand même des objectifs annuels à atteindre où nous travaillons ensemble avec plusieurs partenaires pour aider le gouvernement à atteindre ces objectifs. Par exemple, je peux citer pour ces services sociaux où nous avons quand même, nous appuyons par exemple les personnes qui vivent avec le VIH. Comme résultat concret, nous avons 70 846 personnes quand même en 2023 qui ont eu accès à des traitements antirétroviraux, inclus des 45 000 femmes enceintes. Nous avons quand même la prise en charge de la malnutrition qui est quand même un grand défi pour le Burundi, où nous intervenons ensemble en tant que système des Nations Unies. Globalement, sur ce résultat, vous êtes à quel pourcentage dans la tête des objectifs? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les pourcentages sont établis par année d'ici le 2027 et nous sommes quand même en bonne situation en termes de l'atteinte des objectifs parce que nous avons un partenariat très, très important avec les partenaires techniques au sein des agences des Nations Unies, parce que nous avons quand même des objectifs assez bien définis. La construction des structures scolaires et renforcement de la capacité pour la gestion des cantines scolaires. On est en track pour l'année 2023 et nous apprenons les leçons des défis pour chaque année pour corriger l'année qui suit. Nous entamons justement le dernier domaine de ce plan cadre de coopération pour parler des questions environnementales avec M. Brandam Hugo, chargé de la réduction des risques de catastrophes à l'OIM. Les effets de changement climatique, la dégradation de l'environnement et autres catastrophes naturelles sont les défis majeurs auxquels le Burundi fait face et qui freinent son développement. Ça, je crois que nous sommes tout à fait d'accord ensemble. Quelles sont justement les actions concrètes des Nations Unies qui ont été déjà mises en place pour aider le pays à faire face à ces défis de changement climatique? Permettez-moi de débuter avec un chiffre clé pour nos auditeurs. Les coûts économiques des conséquences du changement climatique au Burundi par an sont estimés à 3% du PIB. C'est-à-dire que plus de 80 millions de dollars sont perdus chaque an à cause des effets du changement climatique
de la dégradation de l'environnement et des catastrophes, selon nos études. Et comme vous le savez, le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables au monde face au changement climatique. Ces impacts, ils touchent particulièrement les groupes les plus vulnérables. Et on pense aux enfants, aux femmes, aux jeunes, aux peuples autochtones, aux personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes déplacées, rapatriées et migrantes. Comme vous l'avez dit, ces défis sont partie des plus grands obstacles au développement du Burundi. Parce que les catastrophes, comme vous l'avez rappelé, les inondations, les glissements de terrain, les vents violents, ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et cela conduit à des déplacements de communautés, à l'affectation des moyens de subsistance, et ils exacerbent également la vulnérabilité des populations qui sont déjà fragiles. Tout ça pour vous dire que c'est dans ce contexte-là que les Nations Unies soutiennent le gouvernement du Burundi dans la mise en place d'initiatives très concrètes. Et je peux vous en donner 3. La première, ce sont les systèmes d'alerte précoce. Le gouvernement, avec le soutien des Nations Unies, a développé un plan d'action pour la mise en place d'un système national d'alerte précoce pour tous qui va permettre au Burundi de prévoir et de détecter rapidement les risques de catastrophes et d'agir en conséquence et surtout en amont. Mais il faut savoir qu'au niveau communautaire, ces systèmes d'alerte précoce, ils ont déjà été mis en œuvre. Et ils vont permettre par la suite de réduire les futures pertes matérielles et de sauver des vies grâce à ce qu'on appelle des actions anticipatives. Selon vos prévisions, au niveau des résultats, vous êtes à quel pourcentage? C'est la même question qui est pratiquement posée à tout le monde ici. C'est ça. Après, si vous souhaitez des chiffres exacts, vous savez que nous, dans ce cadre-là, nous avons un rapport annuel dans lequel on invite tous nos auditeurs et auditrices à le consulter, où vous pouvez avoir spécifiquement tous les chiffres, les données et les projets. Les projections, c'est que sur ce système d'alerte précoce, le Burundi fait partie des 10 pays les plus avancés sur la mise en œuvre de ce système, et en Afrique particulièrement. Donc, on cherche à harmoniser l'approche d'un point de vue national. Et c'est pour ça qu'on participe à des conférences internationales pour s'instruire et partager les bonnes pratiques. Mais il faut savoir qu'au niveau communautaire, c'est déjà mis en œuvre. Donc pour l'instant, les bouts sont là et il va falloir maintenant relier tout ça. OIM, en tant que partenaire dans ce domaine, est-ce que vous ne vous sentez pas à ce moment débordé ou dépassé par ce genre de catastrophe? Bien évidemment, et j'imagine pas seulement l'OIM, tout le système des Nations Unies, le gouvernement et même les communautés elles-mêmes. Évidemment, la science l'avait prédit, nous savions que les impacts seraient de tels, mais nous n'avons peut-être pas aperçu l'impact et l'énormité des conséquences qu'on peut avoir ici au Burundi. Donc, le deuxième point que j'aimerais mentionner en termes d'initiative, et ça répond à votre question, c'est le développement de l'adaptation climatique et de la résilience. Est-ce que vous n'avez pas de défis auxquels vous heurtez pour ne pas bien avancer? Bien sûr. Et le premier défi, quand on parle de climat et notamment de catastrophes, il nous faut des données, il nous faut des data, il nous faut de la recherche, puisqu'on parle de faits scientifiques pour ça. Et une fois qu'on a les données, ce qui est le cas pour le Burundi, et on continue à améliorer ces derniers, il nous faut la technologie, l'expertise pour le mettre en œuvre. Et c'est par l'apport, le soutien des Nations Unies envers le gouvernement qu'on arrive à mettre ça en place. Et j'aimerais vous donner 2 exemples en accord avec les objectifs de développement durable et les accords de Paris de 2015. Il y a 2 plans stratégiques sur ces questions d'adaptation climatique et des résiliences. Et je regarde le représentant du PNUD ici présent qui a le lead dessus. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, ce sont les CDN. Ce plan, il représente les engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Très important. Deuxième point, le plan national d'adaptation, le PNA. C'est ce plan-là qui prépare stratégiquement le pays aux impacts climatiques. Et ces 2 plans-là, ils sont couplés avec des feuilles de route très concrètes qui sont en train d'être revues et vont être mises en place pour renforcer la résilience et l'adaptation climatique. Et si je peux me permettre un dernier point sur une initiative qui me semble importante, et notamment sur votre question précédente. Le 3e point, c'est l'assistance d'urgence aux sinistrés et déplacés, directement. L'année dernière, les Nations Unies ont touché plus de 350 000 personnes dans le bénéfice d'une assistance humanitaire dans les zones touchées par les catastrophes. Sur combien?
qui devaient justement avoir cette assistance. Sûrement pas assez, je suis d'accord avec vous. Mais l'effort est croissant et je vais venir dessus après sur les moyens financiers que l'on cherchera et que l'on cherche à mobiliser. Mais cette assistance-là, elle prend l'aspect d'abri, d'assistance alimentaire ou de kit d'hygiène, juste pour n'en citer que quelques-uns. Mais il faut savoir, comme on l'a dit, que malgré cela, aujourd'hui, il y a encore 80 000 personnes qui sont déplacées au Burundi, majoritairement le long du lac Tanganyika, à cause des inondations et de la montée du niveau du lac. Et qu'on se le dise, ces personnes-là, elles ont pour le plus souvent perdu leurs terres, tous leurs biens essentiels, ce qui les laisse dans des situations de vulnérabilité extrême et qui nécessitent les Nations Unies pour soutenir le gouvernement dans des solutions durables et pouvoir reconstruire leur vie. Merci beaucoup Hugo. Nous sommes dans l'émission ONU Actualité qui porte aujourd'hui sur les grandes réalisations du système des Nations Unies pour soutenir le développement du Burundi à travers le plan cadre de coopération pour le développement durable signé entre le Burundi et le système des Nations Unies en date du 3 décembre 2022. Pour en parler, je disais, nous sommes avec représentants des Nations Unies dans différents domaines d'intervention des Nations Unies. Selby Diouf de l'UNICEF. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour corriger ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui pour atteindre justement le résultat voulu? Alors, pour ce qui concerne l'effet 4, qui est l'amélioration des services sociaux, d'ici 2027, pour que chaque Burundais et Burundaise ait accès à des services équitables de nutrition, d'éducation, aussi d'éducation de qualité et d'eau et d'assainissement. Nous nous focalisons sur la personne et le cycle de vie de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à sa majorité et sa participation au développement du Burundi. Pour ce faire, les partenaires des Nations Unies aident le gouvernement du Burundi à mieux investir de façon efficace sur les Burundais et les Burundaises. Cet investissement doit être un investissement pour le bien-être de l'enfant, de l'adolescente, des jeunes filles, qui sont éviter que les jeunes filles éviter les grossesses précoces, s'assurer que les Burundais et les Burundaises aient accès à un système de santé de qualité, s'assurer que les enfants qui sont quand même, nous avons un défi énorme au Burundi avec 64% des enfants qui souffrent de multiples déprivations, qui a été mentionné par mes collègues autour de la table. C'est vraiment comment travailler de façon efficace avec les partenaires et le gouvernement du Burundi pour suivre un peu l'enfant depuis sa naissance, inclut son enregistrement pour qu'il ait accès à la protection sociale dont mon collègue a parlé tout à l'heure, pour l'enfant, qu'il ou elle, ait accès à une éducation. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doter des moyens, nous renforcer les capacités? Qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, nous avons construit, par exemple, juste pour vous donner un exemple, 315 écoles l'année dernière. Aider le gouvernement dans ce sens parce que nous avons des défis énormes. J'ai mentionné tantôt le défi de la démographie et vraiment il faut construire. Est-ce qu'il y a une solution à propos de la démographie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une solution? La solution, c'est d'investir sur le capital humain. On veut aller vers la dividende démographique. C'est ça la solution en fait. C'est vraiment d'investir sur ce petit Burundais et Burundaise pour en faire un enfant éduqué, en bonne santé et qui puisse participer au développement de son pays. Et les moyens aussi Les moyens sont un défi. Je veux dire les moyens financiers. Les moyens financiers sont un ménage qui n'a pas de l'argent. Tout à fait. Et un ménage qui n'a pas de l'argent, nous travaillons dans les différents effets, comme la protection sociale, par exemple, où nous travaillons avec les partenaires pour pourvoir du cash à certains ménages vulnérables qui ont été en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Ça, c'est déjà fait?
c'est fait. Nous avons des exemples. Nous, pour ce qui concerne la vulnérabilité, nous assurons que les enfants handicapés vivant avec un handicap sont pris en compte au sein de l'école, dans la nutrition et aussi l'accès aux autres services de base. Jérôme, au niveau de l'OMS, je ne sais pas, là aussi, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour atteindre l'objectif d'ici 2027 ? Oui, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais un peu de mots, c'est que nous allons continuer d'abord à travailler avec le gouvernement, mais aussi à travailler avec les mutualités, par exemple les mutualités communautaires, les solidarités de santé, donc toutes les différentes agences qui s'occupent de la santé, pour que finalement, l'objectif étant que le petit peuple, le peuple puisse accéder à des soins et l'objectif final étant que la couverture sanitaire universelle soit une réalité au Burundi. Mais il faut travailler avec tous les partenaires et le gouvernement, mais les privés aussi qui s'organisent en matière de santé. On va continuer à travailler avec pour que cela puisse être une réalité. Oui. Donc, vous avez aussi énuméré des défis. Comment est-ce que vous allez les surmonter ? Vous savez, les défis se trouvent là où il y a les hommes. On va essayer, on va continuer à travailler, à chercher les moyens, puisque souvent c'est les moyens financiers qui manquent et on tape sur telle porte. Et généralement, quand on parvient à montrer les résultats, les partenaires ne refusent pas de donner les fonds. Donc nous allons continuer à travailler, à chercher ici et là, mais aussi à aider la population burundaise, mes collègues l'ont dit, à produire. Notre ami Dipam a bien dit, on va leur donner, quand on les aide à produire, c'est un moyen de lever des défis. Merci. On revient chez Hugo. La menace climatique et environnementale crée des situations de choc au sein des populations victimes et qui vivent souvent dans des situations de précarité pendant plusieurs jours, des mois, même des années. Est-ce que les Nations Unies disposent des moyens suffisants pour apporter les solutions durables vu le nombre de victimes qui ne cessent de monter, mais aussi la fréquence des chocs? Hugo, je ne sais pas. Bien sûr. Oui. En ce qui concerne les moyens disponibles et les défis financiers, il est vrai que les Nations Unies ont effectivement mobilisé des ressources importantes. Mais les moyens et surtout les besoins, ils dépassent amplement les financements disponibles. On est d'accord sur ça. Maintenant, nous, on continue à mobiliser les ressources, on continue à mobiliser nos bailleurs afin de réduire le fossé entre besoins et moyens. Je vais vous donner un exemple simple et illustrant. Cette année, le Burundi a adopté une nouvelle stratégie nationale pour la finance climatique. Et cette stratégie, elle est accompagnée d'un programme pays qui est aligné sur la stratégie du Fonds vert pour le climat. Ce programme, il est très ambitieux. Il vise à mobiliser plus de 170 millions de dollars pour la période 2024-2027. Et ce montant est déjà disponible? Il n'est pas disponible, on est en train de mobiliser, des projets sont en train d'être mis en place par les différentes agences au sein des plans cadres, mais on est mobilisé et c'est très prometteur. Monsieur Mathieu Tchoela, du PNUD, quelles sont les perspectives des Nations Unies justement pour aider le pays à être plus performant pratiquement dans tous les domaines parce qu'on voit que justement l'économie ne va pas en grandissant, je peux dire ainsi. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau des Nations Unies, et spécialement au PNUD? Non, merci beaucoup pour cette question. Je pourrais peut-être, avant de mentionner, de continuer, relever quelque chose. Les interventions qui ont précédé ont porté sur un élément très important, les enjeux de développement durable. Oui. Donc aujourd'hui, les avancées peuvent être mesurées en fonction de quoi? De la capacité du Burundi à atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, le Burundi s'est doté des outils PND et Vision qui sont corrélés avec ses objectifs, mais également avec le pacte du futur, la déclaration des nouvelles générations et les pactes numériques. Ça, c'est un. De deux, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments qui sont en train d'être faits. D'abord, quand on parle de l'appui qui est donné aux institutions pour les rendre efficaces, à améliorer la prestation de leurs services auprès des populations
Et cette efficacité va également impacter quoi? L'état de l'économie. Parce qu'il est clair, sans une bonne administration, aussi l'économie peut en pâtir. Ouais. Il y a un élément très important aujourd'hui. Dans ce sens, vous allez contribuer justement pour qu'il y ait cette mise en place de renforcer les structures techniques administratives à tous les niveaux, central, provincial et communal. Et d'ailleurs, citant un exemple aujourd'hui, c'est la mise en place de ce programme, du Budget-Programme, qui a été accompagné par le système des Nations Unies. Ce Budget-Programme a l'avantage d'assurer quoi? Une bonne gestion des recettes, des ressources publiques, et aussi garantir la redevabilité. Parce que c'est une gestion axée sur le résultat, et qu'en retour, chaque structure qui aura bénéficié des recettes de l'État devra rendre compte. Et là, les Nations Unies ont, je peux dire, une prise ou une façon d'influencer l'État pour justement la mise en place de cette structure, de cette gouvernance qui est à la source, comme vous l'avez dit tantôt au début de l'émission. Les Nations Unies sont là pour donner leur avis ou sur, je ne sais pas. Il y a un élément très important, notre manière de travailler. Nous fournissons des avis techniques et stratégiques. Et de deux, nous avons aussi des appuis concrets sur le terrain pour accompagner les structures et les partenaires. Par exemple, le gouvernement a souscrit aux ODD. Et va même d'aller à l'adoption de l'ODD. Le Burundi avait élaboré un rapport sur le Burundi qu'on aimerait avoir. Oui. Et ce Burundi qu'on aimerait avoir, c'était une contribution capitale. Parce que les ODD, c'est la somme de ces pays que chacun voudrait avoir. Donc, il y a un engagement dans ces considérations qui font qu'il y a des secteurs prioritaires. Prenons par exemple les PND ou encore la gouvernance et la vision. C'est clair, il y a une place prépondérante que le gouvernement lui-même a dit, oui, pour aller plus loin, voyez notre système de gouvernance. Et il faut le renforcer. Et ceci passe, la justice par exemple, comme je le disais, l'administration publique, le pilotage de l'économie, la fonction par exemple de planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation, et le renforcement de la redevabilité à travers l'inspection générale de l'État, à travers la Cour des comptes, mais aussi un autre élément qui est très important parce qu'on doit permettre à ce qu'on ne laisse personne de côté. C'est tout le travail que la Commission nationale des droits de l'homme est en train de faire. Partout dans tous les domaines, on a toujours dit qu'il y a des moyens qui sont nécessaires et qu'il faut mobiliser. Est-ce que les Nations Unies, de façon générale, aujourd'hui, vous êtes là vous êtes disponible, je ne sais pas, pour encore une fois refinancer, injecter de l'argent en masse pour justement permettre que le Burundi puisse émerger? Non, je pense que c'est clair. L'émergence du Burundi, c'est le Burundi, avec l'appui des partenaires dont les Nations Unies, parce que le Burundi fait partie des Nations Unies. Il y a une étude qui a été faite, dont les résultats pourront être bientôt rendus publics, sur l'impact socio-économique de l'effet El Niño, les derniers. Donc, ce fonds pour pertes et dommages sera une opportunité pour le Burundi et même tous les autres pays de soumettre des projets viables pour pouvoir faire quoi? Atténuer et aussi résoudre les difficultés autres. Il n'y a pas que ça. Je pense que le gouvernement est en train d'organiser la table ronde en décembre. Table ronde qui est aussi un moment de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, présenter ce qui est fait, mais également solliciter de contributions additionnelles et même de nouvelles contributions pour ceux qui ne sont pas déjà intervenus au Burundi. Avec la table ronde, je sais des collègues qui participent à la commission préparatoire que des missions ont été déployées dans pas mal plusieurs pays pour parler avec les partenaires concernés. Je pense qu'il est vrai que la question de mobilisation du financement, elle est critique. Aujourd'hui, il faut relever l'environnement mondial dans lequel nous opérons. Mais néanmoins, des efforts sont en cours. Et je pense, un élément que j'ai mentionné tout à l'heure, en parlant de la collecte digitale, qui peut aider à mobiliser des ressources. Et nous saluons les efforts depuis quelques mois au niveau de l'Aubert, qui a digitalisé aussi ce processus. Parce qu'avec la digitalisation, il est clair qu'on réduit certaines pratiques qui pourraient contribuer à
une évasion de recettes, ça peut maximaliser. Et maintenant, il sera question de quoi? Des outils nécessaires pour la mise en œuvre. Le budget programme, c'est un des outils. La fonction de planification, programmation, budgétisation pourrait également aider. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les fonds qui sont donnés à ces États bénéficiaires des fonds en provenance des Nations Unies, comment ils sont gérés? Il y a des résultats qui sont atteints. Si on est arrivé à cela, parce qu'il y a une bonne utilisation des fonds. Un exemple, deux exemples. Le dernier rapport du Burundi 2023 sur les ODD reconnaît bien sûr qu'il y a des ODD, des cibles, certaines des cibles, dans lesquelles il y a des progrès, comme l'éducation. Et là, c'est des choses que nous saluons. Il y a aussi d'autres cibles qui évoluent moins qu'eux. On prend au niveau sanitaire. L'année dernière, par exemple, oui, je pense que c'était l'année dernière, le Burundi a réalisé l'objectif de 3 fois 90. Ouais. Cela veut dire quoi? 90% des personnes affectées connaissent leur sérologie. 90% de ceux qui connaissent leur sérologie ont accès à quoi? Au traitement. Ouais. Et 90% de ceux qui prennent le traitement voient leur charge virale à 0. Donc, c'est des progrès énormes qu'il faut mentionner. Ouais. Et il y en a d'autres dans d'autres secteurs. C'est vrai que les défis sont énormes, complexes au regard de la situation. On a parlé des changements climatiques qui causent des dégâts énormes. Le contexte mondial aussi, avec ses effets. Le contexte régional, on ne peut pas oublier. Mais il y a quand même des progrès. Et là, il faut saluer également le travail des Burundais et Burundaises qui sont dans la production. Merci beaucoup. Juste une minute pour quelque chose de peut-être oublié que vous devriez mentionner. Si chacun des invités ici pouvait avoir juste une minute pour... on va continuer l'émission. Peut-être pour appuyer ce que le représentant du PNUD vient de dire en termes des résultats qui ont été acquis et des grands défis, des défis énormes que nous avons au sein du Burundi, c'est de dire qu'au niveau du système des Nations Unies, pour ce qui concerne votre question, sommes-nous satisfaits des résultats? Nous voyons quand même des progrès qui se font et nous voyons les défis à relever et nous apprenons des leçons. Nous sommes en dialogue permanent avec le gouvernement. Nous aimerons que le gouvernement, en collaboration avec nous, renforce un peu les allocations budgétaires aux systèmes sociaux. Parce que quand même, nous arrivons à mobiliser les fonds, mais parfois ça a l'air d'être d'une goutte d'eau. Donc le plus important, c'est que les allocations budgétaires aux systèmes sociaux soient en phase avec les engagements du gouvernement au niveau international, que ce soit la santé, l'éducation, la nutrition, etc. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore oui. On continue à travailler avec le gouvernement et sur le terrain, aux côtés des communautés, pour à la fois réduire les risques, renforcer la résilience et protéger les populations les plus vulnérables. Mathieu, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure l'émission. Oui, je pense que la question du pilier en termes de gouvernance, elle est transversale. Et dans tous les secteurs, il y a besoin de renforcement de la gouvernance pour assurer l'efficacité des résultats et de le rendre beaucoup plus durable. Donc ça, c'est peut-être en même temps le défi et les souhaits. Faire en sorte que les résultats soient durables, ça c'est un problème, bien sûr, et sur lequel nous travaillons, et avec le gouvernement, avec nous-mêmes, et aussi les autres partenaires qui appuient le gouvernement. Et un autre aspect très important, c'est surtout la perspective du nouveau découpage qui va donner une autre cartographie du pays et qui nécessite un accompagnement. Nous travaillons déjà avec les autorités au niveau communal et nous allons renforcer cela sur plusieurs services, la digitalisation et même un certain nombre d'activités précises. Nous travaillons avec des populations, ce qui est très important, les jeunes et les femmes, pour assurer également leur implication et leur engagement dans la vie. Aujourd'hui, c'est clair, on a parlé de la production, oui, mais on doit également soutenir, et nous soutenons déjà, l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes à travers une initiative des Nations Unies que nous avons dénommée
Moonshot. Voilà, c'est ici que prend fin l'émission ONU Actualité de ce jour qui portait sur les grandes réalisations du système des Nations Unies pour soutenir le développement du Burundi à travers le plan cadre de coopération pour le développement durable signé entre le Burundi et le système des Nations Unies en date du 3 décembre 2022. Vous aurez compris avec moi que les avancées significatives sont observées à tous les niveaux du développement du pays, mais qu'il y a encore à faire. Nous remercions nos invités pour leur contribution dans l'émission. Il s'agissait de Mathieu Chichowela, représentant résident du PNUD au Burundi. Merci d'être venu dans l'émission, de contribuer. Merci. Remercier la radio télé Isanga, c'est ça? Oui, Isangani, pour son invitation. C'est vrai, on ne peut pas dans une émission d'une heure parler de toutes les réalisations des Nations Unies. Oui. Nous restons à votre disponibilité. Si vous le permettrez, invitez un de nous à venir en pleine émission, parler des aspects beaucoup plus spécifiques, ce serait une bonne chose. Merci Mathieu. Nous sommes une dizaine d'agences ici au Burundi. En tout cas, merci pour cette initiative encore une fois. Murakoze. Et nous remercions également Dr Jérôme Ndaruhutse de l'OMS. Merci d'être venu. Merci aussi. Mme Selbe Diouf, représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi, merci vous aussi d'être venue. Merci beaucoup. Brandam Hugo, chargé de la réduction des risques de catastrophe à l'OMS, merci à vous aussi d'être venu dans l'émission de contribuer. Merci à vous. Nous disons merci aussi aux téléspectateurs qui ont suivi l'émission tout au long de l'émission, qu'ils étaient avec nous. Au revoir et à la prochaine.